Le poulet à la javel américain va-t-il peser dans ces élections comme le plombier polonais? Il fut un temps, l'Europe est-elle l'otage des stratégies personnelles et que penser des formules et des slogans qui font mouche? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les amoureux déçus et détracteurs de l'Europe, avec nous 4 invités. Bonjour. Jérôme Fourquet, politologue et spécialiste de l'opinion à l'IFOP. Philippe Lanschener, communicant. Vous avez notamment travaillé sur la marque France avec notamment Arnaud Montebourg. Catherine Chatignou, journaliste en charge de l'Europe aux Échos. Alors vous venez de sortir ce livre, L'Europe au banc des accusés, pour en finir avec les idées reçues, avec Renaud Honoré-Cheplon. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On entend souvent, et c'est même une rengaine, que l'Europe n'est pas un thème vendeur, qu'elle n'intéresse personne, qu'il n'est pas facile pour les politiques d'en parler. Et pourtant, certaines notamment, je pense à Marine Le Pen, en a fait un de ses thèmes de prédilection. Dès la campagne présidentielle de 2012, elle avait évoqué la sortie de l'euro. Et pour ces européennes, eh bien, elle est partie très tôt avec un discours très imagé. Il est question de clés, de maisons et d'esclaves. Regardez un extrait. Les valets de l'UMPS, ses présidents et premiers ministres successifs ont décidé de confier les clés de la France à l'Union européenne. En votre nom, mais sans vous demander votre avis, à votre insu, bien souvent, et même contre votre gré, comme en 2008. Et qui se sert de ces clés? Qui ouvre et ferme les portes? Qui vous donne et qui vous reprend les autorisations? Des gens qui ne sont même pas élus. Non seulement l'Union européenne ne nous demande plus notre avis, mais c'est nous qui devons lui rendre des comptes. C'est à nous de réclamer des permissions pour tout, comme si nous étions un peuple enfant, incapable, inapte, sous tutelle. Et ces permissions, nous avons beau nous mettre à terre pour les avoir, nous avons beau ramper comme sont allés ramper récemment Michel Sapin et Arnaud Montebourg à Bruxelles et Berlin, ces permissions, nous ne les obtenons jamais, car nos dirigeants se sont bien trop longtemps comportés en esclaves pour qu'on nous considère aujourd'hui avec le respect que l'on nous doit. Voilà, des métaphores, des comparaisons. Denis Bertrand, quel effet ça produit? Ça illustre, en tout cas, à mon avis, la redoutable efficacité du récit. C'est une histoire, l'histoire d'une maison qui a perdu ses clés. La transformation du réel presque en fiction narrative. Et un type de fiction très particulier, qui est celle du conte. Parce que les clés, évidemment, tout le monde a cette figure de la clé. La clé, c'est Barbe Bleue. C'est la clé de la chambre interdite. Il y a beaucoup d'images. Il y a des images qui évoquent. Et là-dessus, une simplification des rôles, presque schématique, avec la figure d'autorité, la figure de l'infériorité, la figure... Oui. D'ailleurs, en fait, on dit elle critique l'Europe. Souvent, on dit, mais en fait, elle critique pas tant l'Europe, là, ou Bruxelles, comme on dit, que les politiques français. En fait, c'est eux les esclaves, finalement. Oui, c'est ça. Elle met en scène un dispositif de rôle et de fonction où chacun peut être appelé à se reconnaître. Et avec surtout cette efficacité extraordinaire des contradictions. C'est-à-dire le dirigeant esclave, le peuple enfant, etc. On n'est pas des enfants. Et alors, du coup, les sondages placent, on verra, mais enfin, le Front National assez haut dans les intentions de vote pour les européennes. Ça veut dire que l'Europe, c'est un bon thème. Alors, finalement, quoi qu'on en dise. C'est compliqué parce que c'est un thème très technique, mais quand on dit que l'Europe n'intéresse pas, on peut intéresser les Français à l'Europe. Rappelez-vous du débat passionnant sur le référendum constitutionnel, de traité constitutionnel en 2005. Mais on partait de très loin, on partait du fond du cours. Ça avait duré des mois et des mois. Les premiers sondages en octobre, novembre
2004, on est à 60% pour le oui. Le non vire en tête à partir du mois de février de l'année suivante. Donc là, la période est trop courte. Mais on retrouve aussi des intonations très fortes parce que je suis d'accord avec les parallèles qui peuvent être faits avec les contes de notre enfance, mais il y a aussi toute une série de symboles qui sont maniés. Hein, et ce qu'on reproche souvent, soit à l'Europe, soit à ceux qui parlent d'Europe, c'est d'avoir une langue de bois technocratique. Technocratique. Et là, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle n'est pas du tout là-dedans. Et ça fait mouche parce que c'est là-dedans aussi que les Français trouvent leur marque et trouvent leur repère. Mais alors, ça contraste, qu'on se souvient de la campagne des municipales, des discours du Front National très, comment dire, très notables, des discours de notables pendant les municipales. Là, il y a un vrai contraste dans le discours avec celui de la campagne municipale. Mais il ne vous a pas échappé que c'est deux élections différentes. Et donc, au Front National, voilà, au Front National non plus. Donc là, il fallait rassurer. On parle de clés. Confiez-nous les clés de votre mairie, on va être capable, nous, Front National, de gérer en bon père de famille des villes. D'accord, donc c'est pas du tout le même registre de discours parce que c'est pas du tout la même élection. Voilà. Un mot sur ce discours et sur son Moi, je trouve qu'elle est effectivement redoutablement efficace. Elle a une rhétorique implacable, mais en même temps, je me dis aussi que si les dirigeants français mettaient la même énergie à défendre l'Europe qu'elle met à la conspuer, on ne serait peut-être pas là et on aurait probablement une Europe un peu plus solide et une confiance plus affirmée des citoyens. Oui, parce qu'effectivement, Marine Le Pen est seule qui a fait effectivement de l'Europe un de ses thèmes. Alors Philippe Laenschener, est-ce que ce discours justement métaphorique, très imagé sur l'Europe, eh bien, il est réservé à ceux qui la critiquent? Est-ce qu'il y a des leçons de communication pour les autres? Enfin voilà, en tant que communicant, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une leçon merveilleuse qui est que ce n'est pas une fiction, que ce n'est pas un conte, et que quand on dit la vérité et qu'on revient aux sources, il ne peut rien vous arriver. Jean Monnet était quelqu'un qui a annoncé la couleur. Jean Monnet a dit « J'ai la haine des États-nations, je veux une Europe fédérale, libre-échangiste, je veux construire l'Europe comme les États-Unis d'Amérique. » Pendant la guerre, De Gaulle va le voir le 17 avant le 18 juin, et il lui dit « D'accord pour la résistance, mais pour les Alliés et pas pour la France. » Et ensuite, il est envoyé en Algérie pour que, sur ordre des Américains, c'est le projet européen qui est critiqué. et il dit autre chose, Monnet. Il dit il faut mettre les centres de décision dans des endroits qui ne sont pas des grands pays de façon à ce qu'ils n'y aient pas, ils ne soient pas pris en otage. Et donc il dit il faut les mettre à Bruxelles et à Luxembourg parce que les grands pays sont des ennemis. Donc tant que nous n'aurons pas déconstruit, reparti de zéro. Mais là c'est sur le fond là. Mais oui, mais le problème que nous avons, c'est que comme elle dit juste la vérité, car elle dit ce que Jean Monnet disait, comme elle le dit, et que tout le monde lui dit c'est pas vrai, mais c'est vrai. Donc du coup, personne ne peut contredire et personne ne peut contre-attaquer. Pensez à la situation qui sera la suivante. Alors on va pas faire un débat de fond, attention, dans le discours politique. Car ce n'est pas un débat de fond. Car ce n'est pas un débat de fond. De toute façon, la métaphore, par nature, peut-être caricaturale. Si on revient sur la forme du discours, le côté très performant et très percutant de Marine Le Pen tient aussi au fait qu'en face, on est sur une ritournelle qui tourne à vide. On a parlé tout à l'heure d'une langue de bois technocratique. Et quand on s'en écarte, on est aussi sur un conte de fées pour les petits-enfants. Donc on pourrait reparler de Monnet ou de ses héritiers en disant l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est l'amour, l'Europe c'est Erasmus. Hein, vous voyez monsieur Lamassoure qui dit je suis grand-père Erasmus. Donc là aussi on est dans un conte de fées pour enfants. Sauf que la réalité aujourd'hui elle est beaucoup plus grave pour de très nombreux concitoyens. Il y a les contes, il y a des contes de fées avec des fins différentes suivant les uns et les autres. Mais alors vous parliez des critiques qui existent. À l'UMP aussi, certains sont très très critiques sur les euro-BA et sur l'Europe. On va écouter maintenant Henri Guénaud. Il parle de la tête de liste et animateur de la campagne de l'UMP. Vous l'avez cité, Alain Lamassoure. Écoutez-le, c'était en janvier après la désignation des têtes de liste. Il incarne une certaine idée de l'Europe, plutôt fédéraliste, plutôt dans la ligne de ce qui se construit depuis une trentaine d'années. Moi, je fais partie de tous ceux qui, à l'UMP, et parmi les Français, regardent cette construction d'un regard critique. Dans ce choix de la tête de liste pour l'Île-de-France, on a décidé délibérément de prendre le risque d'affaiblir l'UMP et de la diviser. Je ne peux faire autrement que d'en faire le constat. Mais je vais m'efforcer, en prenant sur moi, de ne pas affaiblir davantage ma famille politique.
Voilà, il prend sur lui, dit-il, mais ça ne va pas durer. Écoutez-le 2 mois et demi plus tard. On nous sort M. Lamassoure, qui incarne, et après tout, c'est très respectable. Il y a peu de gens qui incarnent quelque chose en politique. Lui, il incarne quelque chose. C'est très simple, il incarne l'Europe d'aujourd'hui, celle qui est en train de se faire, celle dont plus personne ne veut. Vous n'allez pas voter UMP, vous, alors aux prochaines européennes mais en tout cas, moi, je vous le dis très clairement aujourd'hui, je ne soutiendrai pas la campagne de M. Lamassoure. Donc, M. Lamassoure incarne... Avec lui, mais mais ça ne vous regarde pas. Je ne mettrai pas un bulletin à son nom, ça, je peux vous le dire dès aujourd'hui, et ça peut faire le buzz qu'on voudra, je ne voterai pas pour l'incarnation d'une ligne qui est à l'opposé non seulement de ce que je pense, mais de ce que je crois être l'intérêt de mon pays. Voilà, la déclaration qui a déclenché la tempête. Alors, très rapidement, Denis Bertrand, c'était prémédité, là, quand vous voyez ces images, selon vous, ou pas, ou il se laisse emporter? Parce que c'est vrai que c'est incroyable, cette déclaration. La question, pour moi, que ça pose, c'est pourquoi l'Europe génère-t-elle la contradiction interne? La contradiction interne aux partis, la contradiction interne aux personnes, la contradiction jusqu'à tenir un discours comme ça, complètement contradictoire. Et ça revient à complètement en opposition avec la tête de liste de son parti. Ouais. Oui, c'est des chaînes de contradictions internes. Et la question, à mon avis, c'est celle du pourquoi. Comme vous le disiez tout à l'heure... La question, c'est est-ce que c'est épidermique? Est-ce que c'est épidermique qui se laisse entraîner? Ou alors est-ce qu'il y a une vraie stratégie? Est-ce qu'il y a une vraie stratégie personnelle? À mon avis, non, je crois que ça tient au sujet lui-même. C'est-à-dire, je crois que c'est le problème de la complexité. Je crois, et l'efficacité, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse sur ce point, l'efficacité du discours de Marine Le Pen, c'est de transformer la complexité en fiction. Et donc, la fiction rend lisible la complexité. Alors que là, on voit bien que les Européens des partis de droite, les appelle, de droite et de gauche, confrontés à la complexité, sont obligés de s'enfermer dans des tensions contradictoires. Alors, vous avez un petit peu anticipé, je vais vous faire réagir, mais après avoir vu d'autres extraits, parce que Henri Guénaud n'est pas le seul à avoir ce discours critique. Juste après, Laurent Wauquiez a lui aussi suscité la polémique avec un discours très personnel. C'était juste après la sortie de son livre « Europe, il faut tout changer ». On regarde. L'Europe s'est élargie à 28 États membres. C'était une erreur majeure. Mettre dans le même ensemble la Roumanie et la France, avec des écarts de salaire qui vont de 1 à 6, avec un système européen qui permet la liberté de circulation et en réalité la liberté d'établissement, ça ne peut pas tourner. C'est trop tard maintenant. Eh ben non. Vous n'allez pas mettre la Roumanie dehors? Eh ben, je pense qu'il faut reconstruire. Mais comment vous faites? Vous mettez la Roumanie dehors, la Bulgarie dehors, l'Estonie dehors, vous envoyez tout le monde partir? Oui, je pense qu'on doit reconstruire un noyau dur. Et qu'on doit mais reconstruire... comment vous faites? 6 pays. 6 pays. Non mais comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites des autres? Ce qu'on propose, c'est quoi? Ça ne marche plus. Est-ce que sous prétexte qu'on a fait des erreurs, on va continuer? Mais vous faites comment? Très simple. Vous proposez à l'Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne de construire une Europe ensemble beaucoup plus intégrée, ce qu'on aurait dû faire dès le début, avec le même niveau d'impôt sur les sociétés, avec les mêmes règles de fiscalité, avec un fonctionnement social qui soit harmonisé. Là, vous faites enfin cette Europe intégrée qu'on aurait dû construire dès le début. Et donc ça, c'était pour les critiques voilà, à l'encontre des têtes de liste et du parti et de la position du parti. On écoute maintenant la réponse du parti, entre guillemets, par la voix de son président, Jean-François Copé, lors du lancement de la campagne européenne. Quand on est membre d'un parti de gouvernement, on a, des obligations à dire des choses qui soient crédibles, à ne pas flatter simplement l'irritation immédiate de tel ou tel de nos compatriotes et à surtout apparaître comme quelqu'un qui demain est en situation de pouvoir appliquer une politique publique qui soit dans l'intérêt de la France. Ça n'interdit en rien le fait d'être critique, le fait d'être lucide, qui d'ailleurs ici n'est pas pleinement lucide et critique sur les insuffisances de l'Europe. Nous le sommes tous. En revanche, il n'y a pas et il n'y aura pas à l'UMP de propositions démagogiques ou populistes dont chacun sait qu'elles ne sont pas crédibles. Moi, je dis très simplement, très clairement, la ligne politique a été actée à une écrasante majorité. Ensuite, tel ou tel peut, pour des raisons qui lui appartiennent, qui relèvent des approches marketing qui peuvent d'ailleurs nous échapper, défendre une position, c'est parfait, mais ça n'est pas la ligne de notre famille politique. Voilà. Voilà, et pour des approches marketing personnelles, dit-il, et il répondait à une question voilà, sur Laurent Wauquiez. Justement, alors il n'a pas tout à fait la même analyse que vous, Denis Bertrand, vous disiez. C'est parce que l'Europe est complexe. Lui, il dit en clair qu'elle est prise, elle est un peu l'otage de stratégies personnelles. Il y a toujours eu un courant souverainiste, gaulliste au sein de l'UMP. J'ai retrouvé les chiffres tout à l'heure. La liste Pasqua, Villiers en 99. Elle a fait plus
Que la liste qui était dirigée par la Le seul petit problème, c'est que Laurent Wauquiez, c'est l'héritier spirituel de M. Barrot. C'est la démocratie chrétienne, c'est le courant qui a porté sur les fonds baptismaux. Mais lui, c'est un euro déçu. Alors que Guénaud, c'est un eurosceptique, effectivement. Alors là, l'alliance est un peu Guénaud, de la carte du lapin. Il est conforme, à son style et à sa ligne. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Copé, j'ai l'impression qu'au contraire, finalement, il retrouve un discours très européen, très centriste. Et il a l'air de traiter Guénaud et Wauquiez comme deux dissidents parfaitement identifiés et très marginaux. Deux voix marginales, c'est un peu ça. Et eux, ils ont repris le chemin quand même plutôt centriste. Mais alors, giscardien. Ça, c'est pour la contextualisation. Mais alors, du coup, ça pose quand même la question, c'est pourquoi l'Europe, parce que généralement, il y a toujours des divergences dans les partis, quelles que soient les élections, on n'est pas toujours d'accord. Et puis, généralement, on arrive quand même à se fédérer. Là, les Européennes, on a l'impression, effectivement, qu'il y a une espèce d'anomalie, on va dire, des Européennes. Et c'est là qu'on entend le plus de voix divergentes. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est complexe, comme le disait Denis Bertrand? Est-ce que c'est parce qu'il y a des stratégies personnelles, que l'Europe est l'otage de stratégies personnelles, l'un et l'autre? Laurent Wauquiez a un débat très simple, c'est dans 8 ans. Et donc, par rapport à dans 8 ans, il faut qu'il ait ce qui s'appelle un courant, il faut qu'il représente un courant de pensée, donc il se positionne. Mais il ne faudrait pas qu'on le réduise qu'à ça, parce qu'en attendant, son positionnement est intéressant, parce que le débat qui est posé est intéressant. Qui peut balayer d'un revers de main l'idée que les 28 puissent être demain, entre guillemets, une ONU commerciale, et qu'à l'intérieur, il y ait en politique un groupe de pays rassemblés, l'Europe de Charlemagne, avec la Pologne en plus, comme dit Giscard. Mais ce débat, des débats de cette nature, il pourrait exister sur d'autres sujets, lors d'autres scrutins. Oui, mais là, c'est le scrutin européen. On ne peut pas reprocher à des gens au moment du scrutin européen. C'est au moment des scrutins européens, on a l'impression qu'on entend le plus de voix divergentes, qu'il y a le moins de... Non. Parce que ça n'intéresse les gens qu'au moment de ce scrutin. C'est ça le problème. Et ça ressort, et là, ça va être une parenthèse très courte. En un mois seulement, il va falloir refaire le débat sempiternel, sauf qu'entre-temps, l'Europe s'est élargie, la crise a aggravé les tensions, et que si vous dites qu'il y a des tensions aussi fortes au sein des courants politiques, c'est aussi qu'on est sur une question de fond. C'est la seule qui vaille aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait. Ça veut dire que la seule question qui vaille, la seule question de fond qui vaille, c'est l'Europe, tout ce dont on discute pendant la présidentielle, par exemple, c'est pas... Non, c'est important aussi, mais c'est la question fondamentale, c'est quel rôle la France doit-elle jouer dans la mondialisation, comment on harmonise. Regardez toutes les questions sur le dumping fiscal. Et sur l'argument de la complexité. C'est vrai qu'on est quand même frappé de voir ces tensions aussi fortes. On pouvait penser qu'elles allaient quand même finir par s'aplanir là, en approchant du scrutin, et puis pas du tout, notamment au sein d'un parti comme l'UMP qui est incapable de gérer ces tensions. Là où il y a une espèce de ruse de l'histoire, c'est que si on prend le cas de l'UMP, en fait, il y a une homogénéisation idéologique. On voit le courant RPR gaulliste, il a été grosso modo phagocyté par l'UDF. Aujourd'hui, c'est plutôt le courant mainstream à l'UMP, c'est plutôt Raffarin que Guénaud. La seule petite difficulté, c'est que dans le même temps, l'électorat notamment de droite s'est considérablement radicalisé, et donc on a un décalage de plus en plus marqué entre ce qu'on pourrait appeler les élites médiatiques, économiques et politiques, et la population quand on fait des enquêtes. D'accord. Les deux voix divergentes rassemblent beaucoup. Et comme disait Philippe tout à l'heure, Philippe Lenchener. Voilà, la réalité apporte aussi de l'eau au moulin à tous ceux qui sont critiques, en disant mais regardez les frontières de l'Europe, comment on gère, regardez les délocalisations. Et le discours de Jean-François Copé, alors vous le trouvez, vous disiez effectivement... c'est le minimum syndical, il essaie de faire du caporalisme en disant silence dans les rangs, c'est prononcé à une écrasante majorité, on est tous des gens bien élevés, bien peignés, et il faut quand même, si on aspire à des fonctions de gouvernement, avoir un discours responsable sur l'Europe, sauf que ce discours, il tourne complètement à vide aujourd'hui. C'est une Europe de raison qu'une Europe de passion. Et alors justement, vous parliez des contes de fées, depuis le début, nous aussi on file la métaphore, les contes de fées des uns, les contes des autres. Il y a cette difficulté aussi à fédérer au sein de l'UMP, on l'entend dans le discours de Jean-François Copé, quand même une certaine critique de l'Europe et de ses échecs, tout en mettant en avant ses succès. Alors sur l'exercice de synthèse, il l'a fait notamment, et c'est Alain Juppé qui tente de le faire. Mais alors parfois c'est pas évident, ça peut donner l'impression d'avoir vraiment des phrases complètement contradictoires dans la même interview. Petit montage, c'est dans la même émission, regardez. Surtout, il faut parler de l'Europe moins en termes institutionnels, ou en termes de mécanique européenne, qu'en termes affectifs. C'est pour ça que j'ai intitulé un de mes blogs « Déclaration d'amour à l'Europe » ou « Europe bon amour ». Parce que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Comment recréer un désir d'Europe parmi les Européens. Je crois que ça n'est pas si compliqué que cela si nous nous en donnons la peine, parce que l'Europe nous apporte beaucoup. Je sais très bien que quand je dis l'Europe c'est la paix, ça paraît un peu ringard ou passéiste, et pourtant. Si aujourd'hui je déclarais l'Europe c'est formidable, elle est belle, elle est parfaite, tout baigne, pensez que je serais crédible ?
Non, il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que l'Europe, aujourd'hui, présente toute une série de dysfonctionnements et de défaillances qu'il faut corriger. D'ailleurs, si on ne fait pas cela, on est immédiatement accusé d'être eurobéat. Voilà, eurobéat. Alors voilà, Europe, mon amour, et en même temps, je suis pas eurobéat. Voilà, on voit que c'est pas évident. C'est vrai qu'il est un peu embarrassé parce que fondamentalement, il est convaincu qu'il faut plus d'Europe, mais qu'elle est difficile à vendre parce que ça passe par des délégations de souveraineté. Il faut encore promettre des choses qui sont difficiles à tenir après parce que les États s'engagent à beaucoup de choses mais ne tiennent jamais leurs promesses. Donc c'est compliqué de convaincre de quelque chose dont on est sûr, dont on est persuadé, mais en même temps dont les voies et moyens sont quand même très complexes à mettre en œuvre. Et voilà. Denis Bertrand, on retient quoi là finalement? L'amour ou la critique? Équivalent. Pour moi c'est l'indétermination. Et le problème du discours sur l'Europe, à mon avis, c'est celui ou d'une indétermination par la bivalence de l'attitude équilibrée entre les deux positions, c'est-à-dire ce ou qu'il fait, bien alors une radicalité, voilà. la radicalité d'un côté ou de l'autre, parce que finalement le discours de Wauquiez était intéressant comme type de simplification aussi. Moi je suis très frappé par l'aspect technocratique. Alors je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il y a une stratégie, etc. Mais le récit que lui fait, Wauquiez, de l'Europe, il existe. Il dit on passe de 23, on passe au noyau dur. Et le noyau dur, c'est l'acteur central, qui en plus a une assise historique, etc. Mais en même temps, cette assise historique, elle disparaît de son discours, justement. Et il n'y a pas d'aspect, il n'y a pas de dimension humaine. Il n'y a pas la dimension charnelle, il n'y a pas la dimension sensible. Il est aussi dans le discours technocratique, voilà. Et donc, il incarne à fond le discours technocratique sur l'Europe. Il a été ministre des Affaires européennes, donc il a sans doute... C'est son métier. Voilà, c'est son métier. Voilà, il a perdu de sa spontanéité, de sa fraîcheur dans le discours. Comme quoi on peut être contre l'Europe, enfin contre l'Europe, je m'entends faire critiquer, attention, je ne vais pas critiquer les défaillances de l'Europe tout en étant, attention, technocratique, c'est ce que vous dites. Un petit mot, mais rapide, sur le discours d'Alain Juppé, là vous parliez des comptes tout à l'heure. Vous trouvez qu'il s'en sort bien là dans sa défense Écoutez, là, en plus, Alain Juppé parlait de chaleur et d'affect. Et d'amour. Voilà, et d'amour, c'est toujours un peu compliqué. Mais on est un peu sur la même ligne que Copé, c'est-à-dire un discours de raison en disant on a entendu que tout allait pas bien, donc on va pas vous raconter d'histoire. En même temps, c'est notre avenir, il faut aller dans ce sens-là. Mais si vous regardez, le pendant au discours du Front National, on le trouve à l'UDI. Aujourd'hui, ils disent voilà, on est au milieu du gué, et si on est en difficulté, c'est parce qu'on n'a pas assez d'Europe, il faut aller un pas encore plus loin. L'UMP, ils sont dans un entre-deux parce qu'il faut aller de Raffarin à Guénaud, et moralité, c'est inaudible. Sur la manière de dire ce qu'ils pensent. Sur la manière de dire, quand Alain Juppé parle d'amour et d'affect, c'est toujours compliqué. C'est peut-être pour ça qu'il en parle dans l'administration. J'ai l'impression qu'il s'amuse à jouer du paradoxe. Non, aussi, moi je pense que sur ce sujet, je suis navré, je sais que je vais être un peu à contre-courant dans cette émission. On ne peut pas traiter d'Europe si on ne revient pas au fond. L'Europe est à notre contradiction. Et tant qu'on n'aura pas déconstruit, on ne pourra rien faire. Et donc là, il refuse de le faire. Mais il refuse de le faire pour deux raisons. D'abord, une raison politique qui est que va savoir dans 2 ans. Va savoir dans 2 ans, dans 3 ans, 2017, qui sera candidat. Donc, en France, toute personne qui s'est opposée à l'Europe a échoué. C'est pour ça que Chirac a fait l'appel qu'il a fait à un moment donné. Vous ne pouvez pas avoir un destin français, ce qui est un paradoxe d'ailleurs, quand c'est l'amour des Français pour l'Europe, vous n'avez pas de destin si vous êtes anti-européen. Donc il y a... En même temps, il ne va pas contre sa nature non plus là. Voilà. Ensuite, vous avez un sujet, c'est que s'engager pour l'Europe, c'est simple, c'est une voie, c'est un sens unique. Il n'y a pas d'issue. Vous allez donc à un pouvoir fédéral. Autrement, ça n'a pas de sens. Oui, personne ne veut aller à un pouvoir fédéral. Donc, comment on fait là-dedans? Tant qu'on n'a pas abordé et qu'il n'y a pas des immenses assises du sujet en dehors des périodes électorales, c'est quand même, ça mérite un peu un débat national, cette histoire. Ça mérite quand même un débat. Tant qu'on ne sait pas comment on fait, comment des États-nations font l'Europe, vous aurez tous les 4 ou 5 ans ce type de sujet. En dehors des périodes électorales, parce que finalement, ils auraient mieux fait d'en parler avant. Un petit mot. Même au niveau européen, il y a cette ambiguïté. On ne sait pas très bien si on va plutôt aller vers du... Les crises nous y mènent, malgré tout, de façon presque contrainte. Mais on n'a jamais fait, effectivement, le point sur quelle Europe on veut, avec quel type de gouvernance, quel type de pouvoir, quel type de délégation. Comment parler d'un sujet tabou tous les 5 ans? Et tant qu'on ne fait pas ça. Alors, on a parlé de la droite, mais à gauche aussi. Les synthèses ne sont pas évidentes. Au PS, certains, depuis des mois et des mois, s'en prennent aux dérives de Bruxelles. On écoute un premier extrait. Je suis europhobe Barroso. C'est évident que par rapport à l'Europe que nous propose M. Barroso et la Commission
telle qu'elle existe, je suis réellement europhobe. C'était Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale. On écoute maintenant Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif et de l'économie. C'est des extraits à différentes époques. Monsieur Barroso est le carburant du Front National. Voilà la vérité. Il est le carburant de Beppe Grillo. Les seuls qui ont les frontières à presque 100% ouvertes, ce sont les Européens, les naïfs du village mondial. Là où je suis d'accord avec un certain nombre de gens qui disent l'Europe n'est pas à la hauteur de la situation, c'est que elle arrive un peu en retard. C'est un peu comme la cavalerie américaine qui arrive quand tout le monde s'est fait scalper. Le débat continue. Pendant les extraits, on va commencer d'abord par les métaphores. Ah, là aussi, on en a un paquet. Oui, il y a devoir de métaphore. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un devoir de métaphore pour se rendre compréhensible. Ouais. Sur l'Europe, et pour donner une représentation quand sensible tout le monde est scalpé. De quelque chose qui est perçu comme un objet insaisissable du fait, je le répète, de sa complexité. Et là, évidemment, les trois métaphores, évidemment, vous les avez regroupées, ça produit un effet un peu spectaculaire, mais on a bien l'impression que Arnaud Montebourg, sur le plan strictement rhétorique, utilise une stratégie comparable à celle de Marine Le Pen, c'est-à-dire qui consiste à rendre sensible, à rendre visible, appréhendable. Cette histoire de cavalerie américaine, c'est quand même assez hallucinant. De même d'ailleurs que les autres métaphores, le naïf du village mondial, c'est joli aussi. En même temps, vous voyez, on a le peuple enfant et le naïf du village mondial, c'est la même chose. Et ça fonctionne bien. Mais alors ça fonctionne bien, mais avec quel... La question que ça pose, on va vous faire agir, la question c'est avec quel résultat? Parce qu'évidemment, on a pris des extraits, évidemment autour, il y a tout un discours qui explique effectivement, par exemple, si on prend Arnaud Montebourg et Claude Barthelone, ils veulent changer l'Europe, pas en sortir, ils veulent changer les règles de fonctionnement de l'euro, pas en sortir, donc évidemment, derrière, c'est pas le même discours, mais ces phrases, elles sont tellement chocs qu'on se demande si ils sont pas finalement piégés par leur formule qui les emmène là où ils ne veulent pas aller, Philippe Lanscher. Alors bravo, parce que là c'est très différent de la droite. Pourquoi c'est très différent de la droite? Parce que quelque chose se mêle là-dedans qui est la politique lourde. C'est-à-dire que vous avez le social, vous avez l'environnemental, vous avez l'économie de marché, vous avez le libre-échange. Et là, vous le prenez dans le sens que vous voulez, mais vous touchez au noyau nucléaire dur de la gauche, et même ceux qui sont pro-européens à gauche, à un moment donné, explosent sur cette question de l'économie de marché. Ce qui veut dire que la gauche a un problème fondamental, je ne sais même pas si à un moment donné cela peut se dépasser, très sincèrement, qui est que l'adhésion à une Europe qui, et j'en reviens à Jean Monnet, s'est fondée sur ce sur quoi elle s'est fondée, c'est impossible. Jérôme Fourquet, piégé par les formules ou pas? Je pense qu'il dépassé par les formules. Si on est dans la rhétorique guerrière, c'est un pont trop loin. Arnaud Montebourg ou Claude Barthelone, ils ont des déclarations très martiales sur les plateaux, sur les tribunes. Et puis on voit bien qu'ils rentrent dans le rang après quand il faut aller... Oui, c'est des extraits un peu plus anciens, effectivement. Voilà, on a vu la même chose sur Arcelor ou autre. Et maintenant, Arnaud Montebourg nous dit que la solution pour sauver Alstom, c'est Siemens. Après avoir tiré au canon, là encore, métaphore guerrière, sur l'ordolibéralisme allemand, sur l'hégémonisme bismarckien, etc. etc. Là où ça construit aussi des grosses contradictions, c'est que pour toute une partie de la gauche, Mélenchon en a tiré les conclusions, il n'y a pas de salut dans ce discours-là. Donc on ne peut pas être à la fois dans les deux camps. Et donc, c'est ça qui se joue également. Donc là, dans le dispositif hollandais, quelqu'un comme Barthelone ou Montebourg doivent parler à cette fameuse gauche du non, mais ils emploient les formules qui plaisent à l'oreille, sauf que les résultats ne sont pas là. Oui, et donc c'est un aveu d'impuissance. C'est vous qui voyez ça d'un petit peu plus loin, justement. La question que ça pose, c'est après parce que ces formules, on les a retenues. Enfin, je sais pas, moi, par exemple, je m'en souvenais, mais je ne me rappelais plus du tout ce qu'il y avait autour. J'avais retenu la formule. Et puis après, on oublie un peu ce qu'il y a autour. Est-ce que la formule, c'est ce que je demandais, ne dépasse pas c'est des choses qu'on entend ailleurs aussi, d'ailleurs, en Europe? Non. C'est vrai que la position des socialistes français est quand même assez, pour le coup, assez marginale. Et c'est vrai que c'est un peu le problème, en tout cas d'une partie de l'électorat. En même temps, qui a fait l'euro? C'est François Mitterrand, je dirais, et Lionel Jospin. Enfin, donc, ils sont complètement acteurs de l'histoire de l'Europe, de l'intégration. L'Europe, et c'est pas quelque chose de complètement lointain et sur lequel on ne peut pas jouer. Il me semble quand même que les gouvernements, tous, y compris celui de Hollande aujourd'hui, a les moyens d'infléchir telle ou telle politique. Alors, sur les moyens d'infléchir, c'est justement le thème de campagne du PS aujourd'hui dans ces élections européennes, puisque voilà, c'est la droite qui est au pouvoir en Europe. Alors, on écoute un petit montage des thèmes des ministres socialistes qui, cette fois-ci, sont vraiment dans la campagne, contrairement aux municipales qu'il fallait, je cite, enjamber, et puis de certaines têtes de liste. Le Parlement européen, aujourd'hui,
Et la Commission européenne, aujourd'hui, est à majorité de droite. Les gens ne le savent pas, mais c'est ainsi. Et donc, si on pense que l'Europe fonctionne bien, je comprends très bien qu'on aille voter à droite. Aujourd'hui, si l'Europe nous pose tellement de difficultés, absence de croissance, chômage de masse, pas d'investissement sur l'avenir, c'est parce qu'elle est dirigée pas par l'extrême droite, il ne faut pas qu'ils se mettent au cœur du débat, mais par la droite, c'est-à-dire par l'UMP et le PPE, leurs amis. Cette idéologie qui est portée par tous ces hommes et par toutes ces femmes, c'est cette idéologie libérale, conservatrice qui est aux commandes de l'Europe. Ce sont eux qui ont placé l'austérité continentale. Ce sont eux qui ont fait que nous nous débattons dans les plus grandes difficultés aujourd'hui. Donc le problème, c'est la droite qui a emmené l'Europe là où il ne fallait pas. Mais dans le même temps de cette campagne européenne, eh bien François Hollande s'est rendu en Allemagne chez Angela Merkel, qui justement incarne cette droite européenne. Regardez. Nous allons utiliser ce moment de détente pour avoir des discussions libres, comme nous les avons d'ailleurs depuis 2 ans, qui nous mènent sur le chemin de la nouvelle Europe, celle que nous voulons construire ensemble. Voilà. Alors quand on entend ça, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit télescopage entre les deux discours, voilà, cette droite européenne et puis en même temps cette Europe qu'on veut construire ensemble, nous dit François Hollande. Qu'est-ce qui se passe là? Si on veut être parfaitement objectif, il faut aller encore là aussi un peu plus loin. En Allemagne, c'est très intéressant, il y a une grande coalition aujourd'hui. Et si vous regardez le positionnement des cousins sociodémocrates allemands, du cousin des gens qui se sont exprimés précédemment, ils sont grosso modo sur la ligne qui est fustigée de ce côté-ci du Rhin. Donc c'est pas uniquement la méchante Angela Merkel qui veut faire de l'Europe un camp de redressement et appliquer les valeurs de l'ordolibéralisme. C'est la critique des arguments de campagne. Là, oui, mais c'est pour ça que quand vous disiez il y a un petit décalage, c'est que François Hollande, il sait que c'est pas uniquement Angela Merkel, c'est qu'il sait qu'il est très isolé. Quand il a essayé une espèce de coup de poker il y a quelques semaines en s'appuyant sur les États du Sud pour obtenir un peu de rabais et de délais supplémentaires pour réduire... ça ne va pas marcher, il est complètement isolé. Donc en France, on continue encore, notamment à gauche, parce que c'est facile de dire, voilà, c'est de la faute, parce que c'est le discours qu'on entend à gauche, à droite, c'est de la faute à l'Europe. Et là, c'est de la faute à l'Europe de droite. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en termes de stratégie politique, ça pose quand même une question. Si tant est que François Hollande souhaite que les socialistes fassent un bon score à ces élections européennes, c'est quand même bizarre d'aller tenir ce discours, qui est le discours classique, effectivement, des rencontres entre chefs d'État, d'aller tenir ce discours pendant la campagne européenne, non ? Parce que je pense que c'est de se mettre un peu dans la tête. Mais je pense qu'il pense que la bonne politique, c'est celle de l'austérité. Il me semble qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix. En tout cas, c'est vraiment l'issue qu'on a partagée au niveau européen. Donc c'est un message de fond, vous dites qu'il envoie. Je pense qu'il envoie un message que la rigueur, l'austérité est à l'ordre du jour parce qu'il y a eu des excès pendant les 10 dernières années, qu'il faut apurer les dettes, apurer les déficits. On s'y est engagé dans les traités. D'accord, donc le message qu'il envoie, enfin selon vous, parce que, voilà, on a voir Angela Merkel, c'est celui qui veut vraiment envoyer sur le télescopage Reconnaissons une chose, c'est qu'il se voit régulièrement, il y a des sommets, il se trouve juste que celui-là tombe maintenant. Mais regardez, Sarkozy a essayé de lui substituer le couple franco-britannique. Ça a duré 3 mois. Parce que les Britanniques ont un tropisme américain de toute façon et que c'est vraiment ce couple franco-allemand qui est au centre. Alors on a commencé l'émission par l'extrait d'un clip sur le poulet à la Javel qui pourrait arriver dans nos assiettes avec le futur accord de libre-échange Europe-États-Unis. Alors ce thème est aussi mis en avant par les souverainistes de Debout la République. Quant au parti de gauche, il le décline dans une série d'actions et de happenings filmés. On va revoir justement ce clip en entier puis on va commenter le thème.
Voilà, alors certains commentateurs, hein, comme on dit, prennent les paris. Ce thème de l'accord de libre-échange, du poulet à la javel pourrait jouer un rôle majeur dans l'élection. Alors, je veux savoir ce que vous pensiez de ce pari les uns et les autres. Et puis de cette thématique aussi, du rôle qu'elle peut jouer. Et puis de ce petit clip aussi, en tant que spécialiste de la communication, les uns et les autres. Je suis un peu étonnée que ce traité provoque autant de crainte. Enfin, a priori, les négociations sont à peine commencées. On veut déjà mettre à bas le tribunal arbitral qui pourrait opposer une grande entreprise à un État, soit, mais on a, pour le coup, mandaté le commissaire au commerce pour négocier avec les Américains. Ça fait partie des délégations de souveraineté qu'on a réalisées, quitte à ce qu'après les parlements D'accord, vous dites on se fait peur avant que ça ait commencé. Mais c'est ça, on est parti en disant on ne veut pas. On se fait peur, là. Mais complètement, on joue des peurs. On joue des peurs. Ils jouent des peurs, c'est pas bien. Mais complètement. Ça montre que le cadre est plus fort que le contenu. Parce que dans le mandat, on ne remettra pas en cause, on veut harmoniser les normes, grosso modo, avec les Américains. On a dit on ne veut pas de poulets hormones, on ne veut pas d'OGM, on ne veut pas. Oui, ça a été fixé dès le départ. Ça a été fixé, le cadre du jeu. Alors après, s'ils ne respectent pas le cadre, eh bien, les parlements ne ratifieront pas, ni le Parlement européen, ni les gouvernements n'accepteront. D'accord, donc vous insistez sur le fait qu'effectivement, normalement, ça ne devrait pas rentrer dans la discussion, et pourtant. Mais alors, deux choses. Là, on voit bien le Front de gauche essaie de faire un remake de 2005. Sauf que, oui, le plombier polonais. Le plombier polonais, sauf que, bon là c'est un peu plus gentillet, sauf que c'est dans un délai, c'est dans un laps de temps qui est très très court. Pour faire prendre, entre guillemets, la mayonnaise, il faut beaucoup plus de temps. On part de très très loin. Nous, on a fait des enquêtes sur le sujet. Une grande majorité des Français n'ont pas encore entendu parler de ce traité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le côté on joue sur les peurs, on a aussi un précédent, c'est-à-dire que l'Europe, elle se construit aussi quelque part dans le dos des peuples. Toutes les enquêtes montrent qu'une écrasante majorité de Français et d'Allemands sont contre l'entrée de la Turquie en Europe. On ouvre, trimestre après trimestre, de nouveaux chapitres de négociations avec la Turquie. D'accord, donc c'est pas parce qu'on a dit que ce ne serait pas dans le traité que ça n'y sera pas au final. Et Marine Le Pen le rappelle dans son discours, la France a dit non à 55% au traité constitutionnel. Quelques mois ou années après, il revient par la fenêtre. Et donc c'est là-dessus que aussi les opposants jouent. Et comme disait Philippe Lechner tout à l'heure, il y a une part de vrai dans tout ce qui est dit, et donc c'est pour ça aussi que ça fait mouche. Alors maintenant, savoir si le poulet à la javel va être l'invité surprise de cette élection, franchement, je pense qu'on est trop court sur les délais. On est trop court sur les délais, donc vous n'y croyez pas sur le... Bon, le clip est nul. Le clip est nul. Bon ouais, la thématique est pas bonne. Ah bon, la thématique est pas bonne? Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est juste le sujet. C'est-à-dire que le cadre est plus fort que le contenu. C'est-à-dire la thématique est pas bonne? Oh, bah, le poulet à la javel, parce que du poulet à la javel... C'est un symbole, non? C'est une image encore. Oui, mais trop caricatural. Trop caricatural. On nous aurait parlé d'OGM, on nous aurait parlé de ce que vous voulez, ça aurait marché. Le poulet à la javel, c'est trop loin dans l'entendement des êtres. C'est trop loin. On ne peut pas comprendre ce que c'est qu'un poulet à la javel. Ben on voit, là, il se roule. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des accords transatlantiques commerciaux et que si on se relie aux extraits de tout à l'heure, vous avez des gens qui ne font pas confiance à une majorité qui, même avec des sociodémocrates, serait libérale et donc ne refuserait pas ces accords. Donc c'est là à nouveau où l'épouvantail s'agite. D'accord. Donc pertinent, mais pas forcément bien choisi. Pour moi, la faiblesse du clip tient à l'écart qu'il y a entre le discours visuel du poulet et le discours textuel de l'explication GMT. GMT, oui. Mais quand même, derrière le poulet, le poulet, c'est le fils du coq gaulois. C'est quand même une figure. Donc c'est quand même. Ah, on veut nous tremper nos coqs gaulois dans la javel américaine. D'accord. Il y a quand même, je crois toujours qu'il y a derrière un travail, quand même, un petit travail du symbole qui n'est pas inintéressant. Ça fait 40 ans, Jean Ferrat chantait les poulets aux hormones. Et voilà. C'est vrai que le thème du poulet à la javel était déjà sorti en 2008. Il revient régulièrement. Bon, on n'a pas résisté sur le poulet aux hormones. On n'en mange toujours pas. Ce qui est bien. Bon, alors pour terminer, on a été sur des sujets un petit peu périphériques, vous l'avez dit. Il y a un parti, notamment Europe Écologie, qui avait fait, on s'en souvient, qui avait créé la surprise d'ailleurs en 2009, qui a peut-être lui une spécificité. Regardez, là c'est son clip de campagne aussi, c'est peut-être moins original, mais on va commenter.
Voilà, alors c'est beaucoup plus long, hein, on a quelques morceaux choisis. Denis Bertrand, vous disiez que vous trouvez ce clip très réussi. Alors pourquoi? Je le trouve intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la même boulette de papier froissé qui passe de l'un à l'autre. C'est du recyclage. Et qu'à chaque fois, le message change. Et que chaque fois, chaque individu recevant la même boulette est porteur d'un message différent. Et d'une certaine manière, il y a une sorte de discours sur le ELV là-dedans. C'est comme s'il y avait un autoportrait et puis sur le bulletin de vote aussi, peut-être. Et peut-être sur le bulletin de vote. Mais en tout cas, il y a une sorte d'autoportrait par le même objet, mais qui change de sens entre chaque main. D'accord, oui. Moi, je trouve qu'il est très décalé en termes de tonalité. C'est-à-dire que là, on est dans l'humour, on est dans la légèreté, alors que c'est grave. Tous les sujets dont on parle, c'est des sujets éminemment graves. La France a le moral dans les chaussettes. Et sur tous ces sujets-là, qu'on parle de délocalisation, de paradis fiscaux, de dumping ou autres, on voit bien que les Français n'ont pas vraiment envie de rire. Alors on peut saluer, donc voilà, on donne un coup de vitamine et c'est notre contribution à la campagne. Mais je pense que là, qu'ils sont à côté de la plaque. Ah ouais, je pense qu'ils passent complètement à côté de la tonalité de la campagne. Ça avait déjà été un peu la tonalité. Alors les clips, c'est pas toute la campagne, hein, mais en même temps, ça résume aussi un peu un positionnement. En 2009, ils avaient fait aussi un clip. Il y avait une guest star, ça s'appelait quand même Daniel Cohn-Bendit, qui fait une bonne locomotive quand même. Mais sur les thèmes, quand même, pour le coup, ce qu'on lit sur les petits bouts de papier là défroissés, c'est des thèmes qui se traitent vraiment au niveau européen. Non, est-ce que là, il n'y a pas aussi une spécificité? C'est qu'ils ne sont pas peut-être plus dans le sujet que d'autres? Oui, en termes de communication, il y a un truc fascinant, c'est que ce qu'on va appeler les eurosceptiques autour du Front National, grosso modo, ça peut faire 20-22%, on ne sait pas combien, peut-être 25%, mais si vous additionnez le MoDem, l'UDI et Europe Écologie, ça fait le même poids. Donc ça veut dire que les Eurobéas font électoralement comme les Euros... On se comprend, facilité de langage. Les Eurobéas font la même chose que les eurosceptiques. Et pourtant... Ils ne sont pas ils se disent, je ne pense pas qu'ils se revendiquent comme Eurobéas. Non, mais on se comprend. Et pourtant, les importent en termes d'impact et de force dans le débat public, les autres ne portent pas. Donc il y a une absence d'intensité quand on veut défendre l'Europe. C'est très intéressant. Il y a une absence de mots, il y a une absence de slogans, il y a une absence de modèle. Le modèle anti-européen existe, le modèle pro-européen de progrès n'existe pas. D'accord, ils n'ont pas trouvé la formule. C'est très étonnant. Et regardez, il faudrait quand même, juste pour revenir à l'histoire du remaniement, vous rendez-vous compte qu'en France, on a un ministre de plein exercice pour les départements et territoires d'outre-mer et qu'on a un secrétaire d'État à l'Europe. Mais donc vous dites... Ça ne porte pas un petit mot là-dessus sur ce... C'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure en disant voilà sur le ton assez léger quoi. D'accord, okay. Voilà, on rigole entre amis, on va faire l'internet libre, on n'est pas obligé d'être dans la déprime permanente, etc. Bon, je sens que ce clip n'a pas vos faveurs. C'est le moins que l'on puisse dire. Je crois que le problème, c'est qu'il n'y a pas de récit construit, clair, porteur du côté. Non pas européen, mais du côté europhile. Mais il n'y a pas de théorie du progrès. Donc, qui croit que l'Europe peut apporter du progrès. D'accord, donc ça, c'est votre point de vue. Cela dit, pour terminer, là, vraiment, le paradoxe qui fait qu'en 2009, là, on verra cette année, mais enfin, en 2009, il y avait quand même une surprise de ces partis qui comptent sur l'Europe, on va dire. Alors, de ce parti, parce que la grosse dynamique des Verts, c'était Daniel Cohn-Bendit au détriment du PS, qui était en grande difficulté. Et aussi de Bayrou. On se souvient de la passe d'armes très violente. D'accord, donc c'était pas forcément lié à leur thème. Aussi, il y a un électorat pro-européen en France, et il y a une bataille pour capter cet électorat. Donc les Verts sont en compétition avec d'autres, mais la très bonne performance de la dernière fois, encore une fois, c'est à la fois les faiblesses du PS et du MoDem et les talents de Cohn-Bendit. Bon, merci, sans faire de pronostic. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon qui s'est levée tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Manu Blanc qui s'est couché tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat. Au revoir et revoir à tous les